Hello la My Prod Family, j'espère que vous allez bien, c'est Justine et aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 aliments spécial perte de gras qui vont t'aider dans ton objectif de sèche. Comme tu le sais, je ne cesserai de le répéter en chaque début de vidéo. Pour venir perdre du poids, perdre du gras, il faut avant tout et principalement créer un déficit alimentaire. Et couplé à ça, un petit peu de patience, bien sûr. Pour perdre l'équivalent d'1 kg, il faut dépenser environ 7700 calories, ce qui fait environ 360 calories de déficit par jour sur environ 3 semaines. C'est l'idéal vraiment pour une perte de poids sur le long terme. On peut l'accentuer en fonction bien sûr des objectifs de chacun. L'important c'est de ne pas partir sur un déficit de 600 à 800 calories. Si tu veux perdre 1 kg par semaine, il va falloir manger comme un enfant de 8 ans. Ce qui va avoir pour résultat de faire fondre ta masse musculaire et de te rendre skinny fat. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne pense pas. En plus de ça, ça va considérablement breaker ton métabolisme. C'est tout ce qu'on veut éviter. Le but, ça va être de créer un déficit alimentaire chaque jour, sans pour autant péter la dalle. C'est ça l'objectif concrètement. Pour ça, on a une stratégie. On va privilégier certains aliments. Alors, ce ne sont pas les seuls, bien sûr, mais tu peux, en tout cas, les rajouter à ta liste de courses et les intégrer à ton alimentation quotidienne. Il nous faut des vitamines, des minéraux et malgré tout des calories pour faire marcher la machine. Le corps, c'est comme un feu. Si tu arrêtes de l'alimenter, à un moment donné, il s'éteint. Le premier, assez stratégique, que moi j'applique aussi beaucoup, c'est les légumes secs. C'est hyper intéressant d'en consommer déjà parce que c'est riche en fibres et quand tu consommes suffisamment de fibres, en fait, tu vas améliorer ton transit, élimination des toxines et des déchets. Ça va donc favoriser en tout cas l'alimentation qui va te permettre d'avoir le ventre plat, ça va contrôler ta glycémie et ton cholestérol. Bref, ça va améliorer ta santé. Parce que souvent les problèmes alimentaires sont liés à la malbouffe, aux aliments très industriels, très transformés, au fast-food, qui sont extrêmement pauvres en vitamines, en minéraux, en énergie et justement en fibres. Les légumineuses sont aussi des fibres insolubles. Elles agissent en fait comme des petites éponges dans ton intestin. En se gorgeant d'eau, elles viennent justement augmenter leur taille, elles augmentent le volume des selles, tu vas plus aux toilettes et ça va venir aider à régler la fonction intestinale. Ça va venir ralentir la digestion et donc augmenter la satiété, en tout cas la prolonger plus longtemps. Si tu consommes beaucoup trop de légumineuses, encore une fois, c'est toujours dans la justesse et dans l'équilibre, ça peut entraîner des flatulences, ça sera normal. D'où l'important de bien les faire tremper, les nettoyer justement avant de les faire cuire. Petite astuce que je ne connaissais pas et que j'ai appliquée à moi-même. On va distinguer dans ce groupe donc des légumineuses, des légumes secs, les pois chiches, les pois cassés, les lentilles, les haricots rouges, noirs, blancs, les fèves, les graines de soja, de lupin. Parmi eux, en fait, les haricots blancs, ce seront ceux qui seront les plus riches en fibres. Moi, personnellement, il y en a deux que j'adore, que je consomme beaucoup. Ce sont les lentilles et les pois chiches. Là où ça peut être également intéressant, c'est dans une alimentation végétale, donc qui a tendance à réduire l'alimentation des protéines animales. On va prendre l'exemple de 150 g de riz. Ça va faire environ 170 calories, 37,6 g de glucides, 5,2 g de protéines. A l'inverse, les lentilles pour 150 g vont avoir un peu plus de calories, 274 calories, mais beaucoup moins de glucides, 18,3 de glucides, presque 20 g de moins, et beaucoup plus riche en protéines, 13,5 g. Comme je te l'ai expliqué, ça va t'apporter des protéines, des fibres, et en plus de ça, tu vas pouvoir certes augmenter un peu ton total calorique journalier, ce qui va t'aider justement, si tu remplaces par exemple les féculents par des légumes secs, à diminuer ta quantité de glucides, augmenter ta satiété, augmenter ta dose de protéines et de fibres. Le deuxième aliment, ça va être le tofu ferme. C'est un index glycémique en plus de ça qui est assez bas, au chiffre de 15, très riche en protéines et c'est un très bon substitut à la viande. Pour 100 g de produits de tofu, on a 17 g de protéines. Je vous rappelle, pour 100 g de poulet, on a 21 g de protéines. Le tofu, c'est un aliment qui est à base de fèves de soja moulues. Ça va prendre la forme d'une pâte blanche, plus ou moins molle en fonction des variétés. C'est pour ça que je vous conseille vraiment le tofu ferme. Alors contrairement par exemple aux légumes secs qui peuvent être utilisés comme source de protéines et qui peuvent créer des ballonnements parce qu'ils sont très riches en fibres. L'avantage du tofu, c'est qu'il va être riche en protéines sans créer de désagréments au niveau du système digestif. Il a une teneur faible en graisses saturées et ne contient que 10% de lipides, contrairement justement aux viandes qui sont une source de graisses saturées. Et c'est aussi pour ça que même si vous n'êtes pas forcément soucieux du bien-être animal, ou en tout cas vous n'êtes pas forcément touché par la cause, et ne serait-ce que d'un point de vue santé et même nutritionnel, ça peut être très intéressant de diminuer un petit peu ta consommation de viande animale, chose que j'essaye de faire, et de remplacer de temps en temps par des produits végétaux, en tout cas de plus en plus. Ça peut être hyper intéressant. C'est un aliment qui est extrêmement rassasiant et qui est très peu calorique. 150 calories pour 100 g. Les produits à base de soja dont le tofu fait partie contiennent des isoflavones dont la structure est proche des hormones féminines, les oestrogènes. Donc le terme phytoestrogène déclenche parfois même une certaine peur en fait du consommateur à justement utiliser et manger ce type d'aliment qui a été un peu diabolisé un peu ces dernières années. Après, les études ont bien montré que ok, c'est proche de la structure des oestrogènes féminins et même s'il peut interagir avec les récepteurs aux oestrogènes, les phytoestrogènes n'agissent pas de la même façon que les vrais oestrogènes. Troisième aliment, le riz basmati complet ou sauvage. C'est ceux qui auront l'index glycémique le plus faible parmi toutes les autres variétés de riz. Petit rappel pour que vous puissiez savoir, un index glycémique qui est haut,
c'est celui qui va dépasser un chiffre au niveau de 70. Modéré, c'est entre 40 et 70, et faible, c'est en dessous de 40. Et le riz a aussi l'avantage d'être sans gluten, donc pour tous les intolérants comme moi, c'est le top du top. Le riz blanc est à 75. Le riz long parfumé est à 60. Le riz complet est à 65. Le riz basmati est un des plus intéressants, il est à 50. Et le riz sauvage, lui, encore plus, il est à 35. Le riz basmati, je vous le mets plus en avant pour deux raisons. C'est celui qui est le plus facile à trouver dans le commerce. Et en plus de ça, c'est quelque chose que j'aime énormément au niveau du goût. Le riz basmati blanc, tout comme le riz complet, il contient un type de glucide connu sous le nom d'amidon résistant. Celui-ci, il a un effet probiotique sur l'intestin, ce qui va lui permettre d'augmenter le nombre de bonnes bactéries. À son tour, ces bactéries viennent justement protéger l'intestin et ça vient renforcer les défenses immunitaires de ton corps. Il va venir également améliorer la sensation de satiété et va justement vous permettre de faire en sorte à ce que cette satiété dure plus longtemps dans le temps. Ça va vous aider en fait à réguler votre appétit. Les fringales, les envies de sucre que vous pouvez avoir entre les repas. On met beaucoup en avant, notamment dans la nutrition healthy, les avantages du riz complet, notamment au niveau nutritionnel. Mais je vous recommande de consommer un poil plus de riz basmati blanc que de riz basmati complet pour éviter justement, on va dire, l'excès de fibres. Surtout si vous consommez notamment déjà beaucoup de légumes, ce qui est vraiment le top du top. Et après, en fait, ce type d'aliment qui fait souvent peur lors d'une diète, je vois beaucoup de gens qui viennent couper tous les glucides, c'est surtout la quantité qui va jouer sur votre déficit alimentaire, votre total calorique, et n'oubliez pas sur votre apport glucidique. Comme pour tout, il faut simplement trouver l'équilibre. On oublie la privation et on garde le plaisir. 4. Les légumes à la vapeur. Alors je sais que ça a souvent mauvaise presse, on voit ça comme chose de très fade, de très chiant. Ah, les légumes vapeur, oh mon dieu. L'avantage c'est qu'à n'importe quel moment où sortira cette vidéo, vous pourrez utiliser les produits de saison et les cuire à la vapeur. C'est ma grande révolution en ce moment, je me suis acheté un cuiseur vapeur, comment vous dire que ça a changé ma diète. Et je vais vous parler des légumes à la vapeur au sens large. Déjà les légumes à la vapeur, c'est extrêmement rassasiant. Pauvre en calories, pas d'apport de matières grasses, les huiles, etc. On peut donc en manger en plus grande quantité. Riche en eau, en vitamines et en minéraux, et on garde tous les bienfaits justement de nos légumes. Bref, c'est de l'or en barre. T'as juste à les faire cuire avec un petit peu d'assaisonnement et qu'est-ce que c'est bon! Au contraire, tu retrouves même le goût des aliments. Moi qui pensais que ça allait être fade, comme beaucoup de gens, j'ai redécouvert le goût d'une carotte. Je t'assure, les épices sont vos amis. Vraiment, le curry, le paprika, le chili, les herbes de Provence, faites-vous plaisir. Et en plus de ça, la cuisson vapeur ne représente aucun risque, ni pour la santé, ni pour votre diète. Au contraire, parce que les aliments sont cuits à une température en plus de ça beaucoup plus basse. Là, quand on va faire une cuisson four, barbecue ou même à la poêle, on va être entre 110 et 350 degrés. Quand on va faire une cuisson vapeur, on va jamais dépasser 100 degrés. Et ça évite la dégradation des oligo-éléments, des vitamines, des enzymes, bref, de tous les bienfaits qu'on veut conserver justement dans les légumes, au-delà du fait que ce sont des aliments très peu caloriques. Ça rend les aliments, les viandes, les poissons extrêmement tendres. Et c'est ce que font également beaucoup de compétiteurs et compétitrices de body lorsqu'ils sont dans leur prépa juste avant une compète. Et le dernier aliment que je vais vous conseiller, c'est le chocolat. Oui, pas n'importe quel chocolat, le chocolat noir 85%. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que le chocolat 85%, c'est 85% de cacao. Le bon cacao, du bio de préférence. Le cacao a des vertus bénéfiques sur votre organisme et son fonctionnement. Le tout sera toujours de bien choisir son produit, comme n'importe quel autre produit alimentaire. C'est un allié qui va être gourmand quand même, on va pas se mentir, notamment à la fin d'un repas, lorsqu'on a envie de finir sur une petite touche sucrée, on a envie de se faire plaisir, on peut très bien finir sur un petit carreau de chocolat noir et en plus de ça, cette légère amertume que garde le chocolat 85% va venir aussi couper la faim. Voir des carreaux de chocolat noir 90 mais avec des éclats d'amande par exemple. Là où c'est aussi hyper gourmand, c'est par exemple le matin si vous préparez un bol cake et que vous rajoutez juste un petit carreau de chocolat sur le dessus pour venir justement bien fondre tendrement sur votre bol cake tout chaud. Délicieux. Après le chocolat 90, je le trouve un petit peu plus amer. Le 70, un peu moins diète. On recommande vraiment le 85. Le chocolat à 85%, ça a de vrais avantages. On peut même en consommer tous les jours 1 à 2 carreaux. Personnellement, c'est ce que je fais, notamment pendant une période de perte de poids. Et même si au début, ça peut te paraître un petit peu amer, quand tu te seras habitué au goût et que tu te seras justement déshabitué des chocolats trop sucrés, trop industriels, tu vas énormément l'apprécier. C'est la petite période de transition où on se dit « Waouh, c'est ça du chocolat pur !» et ça fait un peu bizarre. Donc les scientifiques, ils ont comparé pendant 3 semaines l'humeur et le microbiote intestinal de plusieurs personnes qui ont consommé environ 30 grammes de chocolat noir, 70%, 30 grammes d'un autre groupe pour du chocolat à 85% et d'autres groupes de personnes qui, eux, n'ont consommé aucun chocolat. Surprise, le chocolat à 85% gagne. Ça va permettre de vraiment diversifier son microbiote. Plus de bactéries qui vont venir jouer comme un antidépresseur. On vous l'a déjà dit ou pas, vous l'avez peut-être déjà vu passer que le chocolat, ça permet de stimuler l'hormone du bonheur. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler en toute sérénité. Riche en protéines, riche en fibres, riche en antioxydants. C'est le compromis pour moi qui est parfait entre l'équilibre du plaisir et l'équilibre alimentaire avec
avec un déficit. Et c'est surtout sa quantité, sa composition, sa fabrication qui va jouer aussi sur justement votre alimentation de manière globale. Parce que attention, c'est pas un aliment qui est non plus faible en graisse ou en calories qu'il faut consommer justement en quantité illimitée pour les bienfaits qu'on vient de voir ensemble. Attention, on va toujours rester dans la demi-mesure. Encore une fois, il faut créer le déficit alimentaire. Un carreau de chocolat, c'est 120 à 150 calories. Il contient des glucides, il contient des lipides. Il faut le rentrer à peu près dans votre total alimentaire journalier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pense à t'abonner à la chaîne de MyProtein et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour plein d'autres conseils fitness et nutrition. Ciao, ciao!